C'est un paradoxe, elle fait peur à tout le monde, mais elle est faite pour ne pas être utilisée. Alors à quoi sert donc l'arme nucléaire? Quelle est la vocation de la bombe atomique dans les relations internationales? On en parle avec Bruno Tertrais, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne. Votre nouveau livre a pour titre Pax Atomica, théorie pratique, mais aussi, on le verra, limite de la dissuasion. C'est aux éditions Odile Jacob. Bruno Tertrais, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, il y a bientôt 2 ans, la question d'une guerre nucléaire a brusquement ressurgi. 2 ans après, avec du recul, était-ce selon vous exagéré ou pas? C'était exagéré, ce qui ne veut pas dire que le risque d'emploi d'armes nucléaires par la Russie est totalement nul. Jamais je ne dirais Poutine est suffisamment intelligent et rationnel pour ne pas l'utiliser. Mais je crois qu'on s'est inquiété un petit peu outre mesure, c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu fait peur nous-mêmes. Vous vous souvenez qu'il y a eu très tôt, vers la fin février, des images de Vladimir Poutine ordonnant, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, certains ont dit la mise en alerte des forces nucléaires russes, alors qu'en fait c'était un geste de prudence parce que Vladimir Poutine, à mon sens, il mettait en alerte les forces défensives plutôt qu'offensives de l'Union soviétique parce qu'il avait peur. Et oui, il avait peur peut-être d'une attaque occidentale, car la paranoïa, c'est quand même une des marques de fabrique du Kremlin. Depuis lors, finalement, ce qu'on a vu, ce sont des rappels occasionnels du fait que la Russie est une puissance nucléaire, pour qui en doutait, et pas en revanche de mise en alerte, de mouvements de troupes, de sortie d'ogives nucléaires. On n'a pas vu tout cela. Donc j'en conclus, plutôt je maintiens ma position d'il y a 2 ans déjà, à savoir que s'il y a bien un seul domaine dans lequel Poutine reste, pour l'instant en tout cas, raisonnable, c'est la dissuasion nucléaire. Juste quand même un petit mot sur le mythe du bouton nucléaire, parce que vous évoquez, on se souvient de cette image de Vladimir Poutine dans cette salle. Pourquoi c'est un mythe? On se souvient de Donald Trump et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui disait j'ai le bouton nucléaire, Trump lui répondant moi j'en ai un plus gros que toi. Oui, c'est d'ailleurs cet échange dont je me souviens très bien révélait à quel point parfois c'est un symbole de virilité pour certains dirigeants. Alors il n'y a pas de bouton, c'est une série de procédures qui peuvent varier. Rassurant. Oui, c'est pas aussi simple qu'appuyer sur un bouton. C'est une série de procédures qui peut varier selon les pays, mais en tout état de cause, dans les démocraties et aussi dans certains régimes autoritaires, il n'y a qu'un seul décideur ou un décideur en dernier ressort, à savoir pour la Russie le président russe, pour la France le président français et pour l'Amérique le président américain, ce qui amène déjà certains à évoquer le problème du contrôle des armes nucléaires par Donald Trump, en effet. Alors, les cinéphiles apprécieront, voilà ce que vous écrivez, comme le docteur Folamour le dit au président américain dans le film éponyme de Stanley Kubrick. Ouvrez les guillemets, la dissuasion est l'art de produire dans l'esprit de l'ennemi la peur d'attaquer. Le paradoxe est donc bien connu, l'emploi doit être possible pour que le non-emploi soit garanti. Là, on est en plein paradoxe. C'est un paradoxe qui n'est qu'apparent, puisque justement l'idée de la dissuasion nucléaire, c'est que les dirigeants des pays qui s'en sont dotés et leurs adversaires aient suffisamment peur, ça marche pas avec la peur, de la guerre nucléaire pour ne pas attaquer, justement. Et je constate que, à mon sens, ça a plutôt pas mal marché depuis 1945. Autrement dit, il y a une période assez exceptionnelle de maintenant bientôt 80 ans, pendant laquelle il n'y a pas eu de conflit de grande puissance, de conflit ouvert, conflit militaire ouvert, alors que dans les siècles passés, on a plutôt vu des conflits entre grandes puissances tous les 30, 40, 50 ans maximum. Mais pourquoi elle a pu être utilisée depuis 1945, depuis Hiroshima, Nagasaki? Parce que justement, on a vu les dégâts, plus de 100 000 morts au Japon. Oui, il y a eu les dégâts, mais je vais dire, c'est pas seulement une affaire de rationalité. Il y a aussi une peur presque métaphysique de la guerre nucléaire. Il y a l'effet des radiations qui est particulier parce qu'il est invisible et qui donc donne une espèce de vernis d'irrationalité à l'hypothèse de la guerre nucléaire. Ça continue à faire peur. Et c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous distinguez, vous, comment on pourrait dire, 3 problématiques, 3 objectifs dans ce qu'on appelle la stratégie nucléaire. En quelques mots, lesquels? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de stratégie nucléaire, mais on va dire... Les 3 ambitions, c'est quoi? C'est d'éviter une attaque majeure, déjà forcément non nucléaire. Bien sûr, sur le sol. La première, c'est ce qui caractérise, par exemple, la doctrine russe, entre autres. Mais c'est cette paranoïa russe de l'attaque surprise qu'on connaît bien dans l'histoire militaire russe. Éviter une attaque majeure, massive, une invasion
comme l'opération Barbarossa en 1941. C'est aussi, bien sûr, éviter que l'autre vous attaque le premier avec des armes nucléaires. C'est aussi éviter que les pays alliés qui soient couverts par cette dissuasion, par le parapluie nucléaire, comme on dit parfois, soient attaqués. Voilà quels sont les principaux objectifs de la possession de l'arme nucléaire. Mais la dissuasion nucléaire n'empêche pas les guerres. Bien sûr que non. J'allais dire, c'est un petit peu comme en médecine. Si vous prenez quelque chose pour le mal de gorge, vous ne vous attendez pas à ce que ça fasse quelque chose contre les maux d'estomac. Et on a vu, d'ailleurs, de manière particulièrement tragique, le 7 octobre, qu'Israël, pourtant doté de l'arme nucléaire, même s'il ne le dit pas, mais tout le monde le sait dans la région, n'a 9 pays dans le monde l'ont, 9. Oui. Eh bien, Israël a dû constater, mais ce qu'il savait malheureusement, comme tout le monde le sait, que l'arme nucléaire ne prévient pas, ne peut pas prévenir une attaque terroriste de très grande ampleur, de même que les États-Unis, le 11 septembre 2001, ont pu vérifier une fois de plus que l'arme nucléaire, ça ne pouvait pas tout, ça ne pouvait pas dissuader de toute attaque. De la notion d'escalade aussi. Alors l'escalade, c'est un principe très simple qui existe dans toutes les crises. Parfois les médias, on se moque un peu de nous parce qu'on a tendance toujours à dire l'escalade. Quand il y a des conflits, l'escalade, c'est quoi l'escalade et jusqu'où elle va? Il n'y a pas de quoi se moquer, c'est une dynamique bien connue des crises et des conflits, à savoir si ça se joue à deux, eh bien pour l'emporter, il faut soit employer un niveau de force plus important, soit attaquer ailleurs, et du coup l'autre va riposter. Et voilà, c'est un mécanisme classique des guerres. Simplement, une escalade nucléaire, ça serait quelque chose d'inédit. Ces armes nucléaires, elles ont été employées 2 fois et 2 fois seulement contre le Japon en 1945. Personne ne sait exactement comment se déroulerait une guerre nucléaire. Personne ne peut prédire comment le monde réagirait après le 3e emploi de l'arme nucléaire, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est donc quelque chose de très théorique, la stratégie nucléaire. Et d'ailleurs, je dis souvent dans mon livre que les schémas des théoriciens de la guerre froide, les schémas des théoriciens de la stratégie nucléaire, n'apportent finalement peut-être pas grand-chose à notre compréhension de la manière dont se déroulerait cette très hypothétique guerre nucléaire, heureusement très improbable à mon sens. Alors, il y avait pendant la guerre froide 30 000, près de 40 000 têtes nucléaires. Aujourd'hui, il y en a moins de 13 000. 9 pays, on l'a dit, Grande-Bretagne, Chine, France, Inde, Israël, Corée du Nord, Pakistan, États-Unis et Russie. La Corée du Nord se prépare et beaucoup imaginent qu'elle l'a déjà. Elle l'a depuis longtemps. La Corée du Nord, c'est très clair. Elle est même, donc 10. Elle est même, on va le dire, parce qu'elle ne s'en cache pas. Elle est une puissance nucléaire qui se considère être un État nucléaire comme un autre, et elle a l'ambition d'être une puissance nucléaire, on va dire, moyenne, comme l'Inde, le Pakistan, la France ou la Grande-Bretagne. Ça n'est plus du tout une plaisanterie. Vous le dites dans votre livre, l'Inde et le Pakistan, ils se sont déjà affrontés pour des questions de frontières, 1000 morts. C'est pas aller au-delà? Attention. Ils n'avaient pas tout à fait encore l'arme nucléaire. Juste pour quelque chose qui est important. Quand on parle de conflits de frontières, souvent, en fait, ces conflits sont des conflits d'identité, des conflits qui touchent à l'essence même du pays. La question du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, c'est quasiment une cause sacrée des deux côtés. Donc, on ne se bat pas pour quelques mètres de frontières. Ce qu'on constate, et c'est justement pour cela qu'on peut dire que la dissuasion fonctionne probablement. Je suis prudent dans mon diagnostic parce qu'on ne peut pas prouver mathématiquement ce genre de choses. C'est qu'il y a eu des guerres de très grande ampleur entre l'Inde et le Pakistan jusqu'en 1998, l'année des essais nucléaires indiens et pakistanais. Depuis 1998, on n'a pas eu de très grand affrontement et il est probable, à mon sens, que c'est parce que des deux côtés, on ne veut pas justement de l'escalade. C'est ce que vous appelez la guerre tiède? Alors la guerre tiède, c'est encore autre chose. C'est dans un autre ouvrage, La guerre des mondes, dont on avait parlé il y a quelques mois. C'est vrai que l'arme nucléaire, merci de faire ce lien entre les deux livres, l'idée de la guerre tiède, ça consiste à dire que la dissuasion nucléaire ne fige pas totalement la situation, comme c'était le cas pendant une partie de la guerre froide. Elle autorise, si je puis dire, des conflits de basse intensité, notamment sur l'espace qui va des Balkans jusqu'à Taïwan. Mais je crois qu'elle continue, et c'est là qu'on retrouve la logique de la guerre froide, si vous voulez, elle continue à rendre quasiment impossible, je dis bien quasiment, pas totalement impossible, l'idée d'un très grand affrontement entre deux puissances nucléaires. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous le rappelez dans votre livre, on a tendance à l'oublier, mais puisqu'on dit qu'il y a une dizaine de pays qui l'ont, ça veut dire qu'il y a 190 États qui ont renoncé
à la bombe atomique. Juste un chiffre que j'ai trouvé, je parle sous votre contrôle, 146 500 euros. 146 500 euros, voilà ce que coûte chaque minute d'entretien de cet arsenal nucléaire aux pays qui en sont détenteurs. La France, par exemple, donc c'est cette somme qui est dépensée chaque minute. Pourquoi est-ce que ces pays se disent finalement on peut très bien vivre et coexister sans armes nucléaires? Parce que cette stratégie nucléaire, elle a ses limites. Je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre. On le vérifiera. C'est quelques euros par an et par habitant en France. Hein. Ah oui. Oui. Ah, donc c'est un chiffre annuel alors? Alors, écoutez, pourtant, j'avais à la minute. On vérifiera. Je ne valide pas. Je suis sûr que vous l'avez trouvé quelque part, mais je ne le valide pas forcément. La question, c'est de savoir, est-ce que ça coûte trop cher par rapport aux bénéfices que c'est censé rapporter. Voilà. Jusqu'à présent, dans un pays comme la France, on a considéré que ça valait la peine de dépenser quelques 6 milliards par an pour entretenir cette force nucléaire. Mais c'est un choix politique, c'est un choix de citoyen. Ouais. La France, donc, on l'a dit, on a cette actualité d'ailleurs aujourd'hui, un président élu en Finlande, première présidentielle depuis que la Finlande a adhéré à l'OTAN il y a 10 mois maintenant. Et le candidat vainqueur, ancien Premier ministre conservateur, lui, il est plutôt pour qu'il y ait un stockage d'arsenal nucléaire sur le territoire de la Finlande. Son adversaire a perdu, il était contre. Qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire? Oui, je connais un petit peu l'ancien Premier ministre finlandais. Effectivement, je connais un peu ses idées. Alors d'abord, je dois répondre à votre question précédente. C'est vrai que la prolifération nucléaire, finalement, a été limitée, puisqu'on a 5% des pays du monde qui sont détenteurs d'armes nucléaires. Et en même temps, il y a une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire que la quasi-totalité de l'hémisphère nord est couverte par un parapluie nucléaire. Autrement dit, il y a des pays qui ne se sont pas dotés de l'arme nucléaire parce qu'ils sont protégés. Et c'est le cas, par exemple, de la Finlande, qui estime que la menace russe est quasiment existentielle pour elle, mais qui, depuis qu'elle a adhéré à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, s'est mise elle-même sous le parapluie nucléaire américain. Est-ce qu'on aura les armes nucléaires américaines en Finlande? Je ne le crois pas du tout. Il y a effectivement des armes nucléaires dans 5 pays européens. Elles sont destinées à matérialiser en quelque sorte ce parapluie nucléaire des États-Unis. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des pays du monde vivent très bien sans armes nucléaires. Mais c'est aussi parce qu'ils ont fait un pari, une sorte de pari collectif qui a été fait dans les années 60, à savoir, c'est sans doute dans l'intérêt de tout le monde de limiter le nombre de pays nucléaires, parce que si je m'en dote, peut-être que mon voisin va s'en doter. Vous voyez, autrement dit, finalement, du point de vue de l'intérêt collectif, la plupart des pays du monde, l'immense majorité des pays du monde, même ceux qui ne sont pas protégés par le nucléaire, préfèrent vivre dans un monde où il n'y a que 5% des pays qui sont détenteurs de cette arme. Pour autant, même si ce soir, disons-le, vous êtes plutôt rassurant sur l'utilisation de l'arme nucléaire, quel est le point de crispation le plus dangereux dans le monde? On évoquait les 2 Corées notamment tout à l'heure. Il y a aussi la question de Taïwan qui revient. Je dirais qu'il y a 3 régions du monde dans lesquelles on pourrait effectivement voir un jour un échec de la dissuasion, très peu probable mais pas du tout impossible. D'abord entre l'Inde et le Pakistan, 2 pays qui ont des relations extrêmement complexes parce qu'ils ne reconnaissent pas pleinement, surtout d'un côté d'ailleurs, l'existence pleine et entière de l'autre. Il y a bien sûr la Corée du Nord et la Corée du Sud. On a un régime qui, s'il a une certaine rationalité, a montré par le passé qu'il était prêt à prendre des risques. Et quand on prend des risques, ça peut déboucher justement sur une escalade. Il y a enfin, vous le disiez à l'instant, le détroit de Taïwan, où, parce que Taïwan est une cause quasi existentielle pour la Chine, on peut imaginer que dans une guerre sino-américaine qui se passerait mal pour l'armée populaire de libération, la tentation du recours au feu nucléaire pourrait exister du côté de Pékin. Une précision aussi, on ne l'a peut-être pas encore dit, mais prenons la Corée du Nord. Si elle utilise l'arme nucléaire, c'est aussi la fin de la Corée du Nord. C'est justement... Automatiquement. Vous venez littéralement de nous rappeler quelle est la doctrine américaine, puisque depuis Bill Clinton, depuis le début des années 1990, les Américains ont dit si la Corée du Nord utilise l'arme nucléaire, notamment contre la Corée du Sud, alliée des États-Unis, ça serait la fin de leur pays ou la fin de leur régime. Autrement dit, ce que disent les Américains, c'est attention, on ne dit pas qu'on va transformer Pyongyang en parking. Ce qu'on dit, c'est que votre régime politique n'y survivra pas. Ça veut dire qu'il y aurait, en tout cas, si la doctrine est appliquée, il y aurait dans ce cas une opération majeure, très dangereuse d'ailleurs, si c'était le cas, contre le régime nord-coréen. L'arme nucléaire, c'est aussi en fait une arme très politique. Prenons l'Iran, République islamique depuis 1979. Si l'Iran parvient à avoir l'arme nucléaire, c'est pas forcément qu'elle menacerait ou qu'elle attaquerait d'autres pays, mais elle dirait vous pouvez pas venir nous embêter et changer de régime à Téhéran.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous rappelez une des raisons pour lesquelles certains pays s'en sont dotés. Pour la Corée du Nord, justement, c'était d'abord et avant tout Sauver un régime, ouais. pour s'assurer qu'elle ne sera jamais attaquée par l'Amérique. Je ne pense pas que l'Amérique ait l'envie d'attaquer la Corée du Nord, mais en tout cas, c'est conçu comme il a se rendu pour ce régime. Mais ça va au-delà. C'est une affirmation de puissance, c'est une affirmation de statut. Pour la France, à l'époque du général de Gaulle, c'était pour dire nous sommes indépendants et nous ne dépendons pas des États-Unis pour notre survie. C'est extrêmement important. Je veux dire qu'à peu près pour tous les pays détenteurs de cette arme, c'est effectivement une arme politique aussi, c'est une arme de statut aussi, sauf pour un seul, celui qui n'avoue pas avoir l'arme nucléaire, c'est-à-dire Israël, parce que Israël considère que s'il révélait, s'il officialisait sa capacité nucléaire, eh bien ça donnerait une pression sur les pays environnants. Ça serait notamment insupportable, par exemple, pour l'Égypte, qui serait veut cette logique, tenter elle-même de se doter d'armes nucléaires parce que la différence de statut entre les deux pays serait, à leurs yeux, à ses yeux, insupportable. Les deux pays, on le disait tout à l'heure, qui ont signé un traité de paix à la fin des années 1970. Merci beaucoup Bruno Tertrais. Pax Atomica, théorie, pratique et limite de la dissuasion. C'est chez Odile Jacob. Merci à vous. Merci.